Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. D'après une étude de l'Institut d'économie allemande, les contributions nettes de l'Allemagne à l'UE atteignent un niveau record. La moitié du budget de l'UE provient de la République fédérale, faisant d'elle le premier contributeur au budget de l'Union. La France, quant à elle, est le deuxième plus gros contributeur. L'Allemagne est le plus grand contributeur net à l'Union européenne, avec 21 milliards d'euros en 2021. Les contributions allemandes représentent, d'après une étude de l'Institut d'économie allemande, près de 50% du budget de l'UE. Les Allemands apportent donc presque autant d'argent que les 9 autres pays contributeurs nets. Avec 10,7 milliards d'euros en 2017, sa contribution a doublé en 4 ans. Le deuxième contributeur net après la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE est la France, qui bat son propre record de contribution nette avec près de 11 milliards d'euros en 2021. 17 pays sont bénéficiaires nets. La Pologne, recevant un bénéfice net de 13 milliards d'euros, se trouve à la première place, suivie par la Grèce avec 4,7 milliards et la Hongrie avec 4,3 milliards. Par habitant, le Luxembourg, considéré comme un pays riche, est également l'un des grands profiteurs devant la Pologne, mais derrière les États baltes ainsi que la Grèce et la Croatie. De son côté, la Commission européenne a arrêté de publier les bilans, par crainte que cela fasse le jeu des opposants à l'Europe dans les pays contributeurs nets. Hier, mercredi 4 janvier, des experts de la santé et des affaires intérieures des 27 se sont réunis afin d'élaborer un plan d'action coordonné pour faire face à l'explosion des cas de Covid que connaît la Chine suite à l'assouplissement par Pékin de sa politique zéro Covid. Selon un porte-parole de la Commission européenne, une écrasante majorité des pays de l'Union se sont en effet prononcés en faveur de tests Covid systématiques pour les voyageurs en provenance de Chine. Suite à une réunion d'experts de la santé et des affaires intérieures des 27 qui a eu lieu mercredi, l'IPCR, dispositif européen de réaction aux situations de crise, prépare à l'heure actuelle des recommandations qui devront être validées par les États au niveau ministériel. Les débats auront trait aux propositions formulées ce mardi par le comité de sécurité sanitaire, composé des experts sanitaires des 27 seulement. Parmi les sujets brûlants, le port du masque et des tests Covid obligatoires pour les passagers en provenance de Chine, la nécessité d'un contrôle accru des eaux usées des avions et la mise en place d'un séquençage génomique dans les aéroports d'arrivée dans l'objectif de repérer d'éventuels variants. Récemment, l'Union européenne a proposé à l'Empire du Milieu des vaccins Covid-19 gratuits, ainsi qu'une expertise sérieuse en matière de santé publique, offre auquel la Chine n'a pas encore répondu à l'heure actuelle. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a éludé une réponse directe, déclarant à Reuters que le taux de vaccination n'avait cessé d'augmenter et que la Chine disposait des ressources nécessaires pour faire face sans assistance à la flambée des cas. Mais derrière cette confiance affichée, une réalité inquiète les responsables de la santé mondiale. Ce mercredi 4 janvier, une file croissante de personnes en deuil a été aperçue à l'extérieur d'une morgue de Pékin, à l'heure où les autorités sanitaires chinoises signalaient 5 décès pour toute la Chine. Interdit de filmer ici. Interdiction de filmer ici. Le bilan pourrait s'avérer bien plus lourd. Zhang, un habitant de Pékin, pense que le nombre officiel de décès publié par le Parti communiste chinois n'est pas crédible et ridicule. Moi, ce que j'en sais, c'est que parmi mes proches parents, il y a déjà eu 4 morts. 4 morts pour une seule famille. J'espère donc que le gouvernement dira honnêtement et de façon crédible à son peuple et aux gens du monde entier ce qui s'est réellement passé ici. Mardi 3 décembre, l'Organisation mondiale de la santé a invité les scientifiques chinois à partager des chiffres détaillés relatifs aux décès, aux hospitalisations ainsi qu'aux vaccinations Covid. Par crainte de l'apparition de nouvelles variantes et alertés par le manque de transparence du régime, divers pays européens imposent désormais des contrôles plus stricts aux voyageurs chinois entrants. L'Italie et l'Espagne ont unilatéralement imposé des tests à l'arrivée pour les passagers partis de Chine. À compter d'aujourd'hui, la France leur emboîtera le pas en exigeant pour sa part un test négatif de moins de 48 heures pour les arrivants de Chine. Ces initiatives ont été désignées par Pékin comme déraisonnables et sans fondement scientifique. Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé les tests réalisés à l'étranger comme des pratiques discriminatoires, ajoutant que les pays ne devaient pas
d'utiliser cette vague de cas comme une opportunité de manipulation politique. À noter cependant qu'hier, le 4 décembre, les hôpitaux de Shanghai étaient pourtant noyés sous un flot de visiteurs. Au moins 7 corbillards ont été vus sur le parking de l'hôpital Tongji de Shanghai, tandis que des ouvriers transportaient au moins 18 sacs jaunes utilisés pour déplacer les corps. Des experts internationaux de la santé prévoient au moins 1 million de décès en Chine cette année. Faisons maintenant un tour de la situation en Chine. De nouvelles manifestations ont éclaté dans au moins 3 villes chinoises lors des fêtes du Nouvel An. Cette fois, il s'agit de restrictions sur la façon dont les gens peuvent célébrer. Parmi les morts du Covid-19 en Chine, beaucoup sont des experts dans les plus hautes institutions académiques. Un reportage signé Ellie Hart de NTD. Un mois après le mouvement dit du papier blanc, des protestations ont éclaté dans toute la Chine. De nouvelles manifestations ont à nouveau éclaté dans au moins 3 villes chinoises, cette fois pendant les vacances du Nouvel An. Des milliers de personnes y auraient participé. Lundi soir, des citoyens de la province de Henan, en Chine centrale, ont détruit et renversé une voiture de police. Ceci après que la police ait arrêté un citoyen pour avoir tiré des feux d'artifice dans la ville de Zhukou. La foule en colère a entouré le véhicule, empêchant les agents d'emmener le citoyen au poste de police. Certains manifestants ont brisé le pare-brise et les vitres de la voiture, d'autres sont montés sur le toit de la voiture et ont dansé, et ils ont fini par la renverser. Au moins 2 personnes ont été arrêtées sur place. Pendant des années, le régime communiste chinois a interdit l'utilisation de feux d'artifice dans tout le pays. Mais certaines villes ont depuis assoupli cette règle afin de permettre aux citoyens de célébrer pleinement le premier Nouvel An depuis la levée des mesures de confinement du Covid-19. Mais certaines villes ont maintenu l'interdiction en place. La question a atteint son paroxysme pendant les manifestations. Dans un autre clip vidéo partagé en ligne, on entend un manifestant dire, je cite, « Peuple de la ville de Souchang, battons-nous ». Souchang est une autre ville de la province de Henan. La veille du Nouvel An, plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées dans ces rues. Ils ont célébré avec des feux d'artifice malgré une présence policière. Dans la province de Shandong, au nord de la Chine, une voiture a tiré des feux d'artifice avec une voiture de police à ses trousses. Une autre voiture a été arrêtée par un policier, mais le conducteur a quand même continué à tirer des feux d'artifice. Une autre vidéo montre des employés municipaux utilisant des extincteurs pour empêcher les citoyens d'allumer les feux d'artifice. Dans la ville de Nanjing, une foule de plusieurs centaines de personnes a brisé un barrage de police qui entourait la statue de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen est connu comme le père de la nation à Taïwan et le précurseur de la révolution en Chine pour sa contribution au renversement de la dernière dynastie chinoise. Il était un défenseur de la démocratie. Les gens se rassemblent souvent devant la statue pour déposer des fleurs ou d'autres offrandes. Ailleurs, une autoroute de la province de Henan a été le théâtre de manifestations le jour du Nouvel An. Des centaines de victimes de fraude bancaire s'y sont rassemblées pour attirer l'attention sur le problème et exiger le remboursement de leur argent. Un pic de décès parmi les experts des plus grands organismes universitaires chinois, comme si le virus du PCC balayait la Chine. Le virus du PCC cause le Covid-19. Le chiffre le plus récent, 24 experts de haut niveau sont morts en décembre de l'année dernière. C'est quasiment le nombre d'experts morts durant toute l'année 2021. Ils venaient des institutions académiques les plus prestigieuses du pays, comme l'Académie chinoise des sciences et l'Académie chinoise d'ingénierie. Leur nécrologie ne mentionne pas si des experts sont morts de Covid-19. En effet, les salons funéraires de toute la Chine débordent et le nombre d'infections connaît une augmentation massive. La plupart de ces experts sont des membres du Parti communiste, leur âge allant de 80 à 90 ans. Le plus jeune a 57 ans. Il s'agit de Jiang Hualiang, biochimiste et biologiste moléculaire chinois. Parmi les autres exemples, on trouve des professeurs de l'université de Tsinghua, une école de haut niveau qui a formé de nombreux dirigeants du parti. Et en 2023, les tensions politiques et militaires devraient rester élevées dans certaines parties du globe. Nous examinons 3 grands champs de bataille géopolitique où des conflits ont lieu ou pourraient avoir lieu. La guerre entre la Russie et l'Ukraine entrera dans sa 2e année en 2023. Les dirigeants des 2 pays ont abordé le conflit dans leur discours du Nouvel An. Le 31 décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis d'obtenir la victoire en 2023.
Je ne souhaite qu'une seule chose à chacun d'entre nous maintenant, la victoire, et c'est la chose la plus importante. Un seul souhait pour tous les Ukrainiens, que cette année soit l'année du retour, le retour de notre peuple, les guerriers dans leurs familles, les captifs dans leurs maisons, les personnes déplacées à l'intérieur du pays vers l'Ukraine, le retour à nos terres. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a utilisé son propre discours du Nouvel An pour rallier le peuple russe derrière les troupes combattantes en Ukraine. Cette année a été une année de décisions difficiles, nécessaires, d'étapes cruciales vers la pleine souveraineté de la Russie et la puissante consolidation de notre société. C'est une année qui a permis de clarifier beaucoup de choses. Elle a clairement séparé le courage et l'héroïsme de la trahison et de la lâcheté. Poutine a également promis une victoire russe dans la guerre. Tournons maintenant notre attention vers l'Asie. Deux champs de bataille géopolitiques dans la région avec des tensions croissantes. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a appelé à développer de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux et un arsenal nucléaire plus important pour la nouvelle année. C'est ce qu'affirme la télévision d'État nord-coréenne. La situation actuelle met en évidence l'importance et la nécessité de la production en série d'armes nucléaires tactiques et appelle à une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire du pays. La Corée du Nord a lancé 3 missiles balistiques à courte portée le 31 décembre. Et aux premières heures du jour de l'an, le régime a également tiré un autre missile balistique qui est tombé dans la mer du Japon. Le gouvernement japonais a formulé une protestation diplomatique. Au cours de l'année écoulée, les tirs répétés de missiles de la Corée du Nord ont gravement accru les tensions dans la péninsule coréenne et dans la région. La série de provocations de la Corée du Nord menace la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale. Et ces provocations ne doivent pas être tolérées. Au cours de l'année 2022, la Corée du Nord a procédé à un nombre sans précédent de tests de missiles. Le président de la Corée du Sud a déclaré que son pays envisageait des exercices nucléaires avec les États-Unis. Et toujours en Asie, le détroit de Taïwan est aussi un champ de bataille géopolitique où les tensions se multiplient. Dans son discours annuel du Nouvel An, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a appelé à la communication et à la coopération avec le régime chinois. La paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan sont la responsabilité de toute la région, ainsi que l'espoir de chacun. De l'épidémie de Covid au changement dans la politique et l'économie mondiale, les deux côtés du détroit connaissent les mêmes défis. Et la guerre n'est jamais une option pour résoudre les problèmes. Ce n'est que par la communication et la coopération, dans le but d'améliorer la stabilité régionale, que davantage de personnes se sentiront en sécurité et heureuses. Dans son discours du Nouvel An, le chef du régime chinois Xi Jinping n'a fait qu'une brève référence à Taïwan et a principalement abordé la pandémie de Covid-19. Il a déclaré que la Chine a surmonté des difficultés et des défis sans précédent pendant la pandémie de 2022, et ce alors que le pays fait face à une forte augmentation des cas de virus. Tsai a réagi au discours de Xi en déclarant que Taïwan était prête à apporter une aide humanitaire à la Chine. Elon Musk a publié de nouvelles informations sur l'étendue de l'influence présumée du gouvernement sur Twitter. Il affirme que le gouvernement fédéral a demandé à Twitter de suspendre 250 000 comptes. Voici les détails. Elon Musk a répondu mardi à un fil de discussion sur Twitter en déclarant, je cite, « Une agence gouvernementale américaine a demandé la suspension de 250 000 comptes, dont ceux de journalistes et de fonctionnaires canadiens. » Musk répondait à un fil de discussion du journaliste Matt Taibbi, qui a publié les derniers dossiers Twitter. Le fil de discussion montrait la correspondance électronique expurgée entre les cadres de Twitter et les responsables gouvernementaux au sein de diverses agences fédérales en 2020. Taibbi a écrit que Twitter recevait des ordres d'une série d'agences gouvernementales, dont la communauté du renseignement du Sénat, le Trésor, la NSA, le département de la santé et des services sociaux, le FBI et le département de la sécurité intérieure. L'un des messages montrait également un email du bureau du député démocrate Adam Schiff, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Son bureau a demandé à Twitter de bannir le journaliste Paul Sperry. La réponse de Twitter montre que la société de réseaux sociaux a refusé d'honorer la demande du membre du Congrès, mais Sperry a quand même été suspendu de la plateforme. La dernière publication des dossiers Twitter a également montré que les agences fédérales ont signalé les comptes qui remettaient en question les origines du Covid-19 et ont lié ces comptes à la désinformation russe. Et en Allemagne, le débat se poursuit à la suite des violents excès survenus à Berlin et dans d'autres villes lors des célébrations du Nouvel An, au cours desquelles des policiers, des pompiers et du personnel médical
ont été attaqués avec des feux d'artifice. Le chef du syndicat de la police de Berlin a suggéré d'interdire les feux d'artifice dans tout le pays, car ils pourraient être utilisés comme armes contre les gens. Le maire de Berlin et le ministre allemand de l'Intérieur ont rejeté une interdiction générale. Le premier ministre de l'État de Bavière réclame des sanctions plus sévères pour les auteurs des attentats. Les politiciens ont noté que certaines attaques ont eu lieu dans des zones où vivent d'importantes communautés d'immigrés. La police a enregistré des dizaines d'attaques et a déclaré que 41 agents ont été blessés la veille du Nouvel An. Il y a eu 159 arrestations. Une vidéo mise en ligne par les pompiers de Berlin montre un véhicule d'urgence pris pour cible par des feux d'artifice. Les pompiers ont alors décidé de battre en retraite, cependant aucun blessé n'a été déploré. Ce bus a été incendié intentionnellement à l'aide de feux d'artifice. Et le milliardaire tchèque et ancien Premier ministre Andrej Babiš est jugé pour fraude. Mais il s'apprête à se présenter dans quelques jours à l'élection présidentielle de 2023. Babiš a été ministre tchèque des Finances puis Premier ministre de 2017 à 2021. Il est également propriétaire d'Agrofer, un conglomérat spécialisé dans les produits chimiques, l'agriculture, l'alimentation et les médias, qui est maintenant placé dans un trust en raison des lois sur les conflits d'intérêts. Selon la liste Forbes 2021, Babiš est la 5e personne la plus riche du pays. Il est aussi l'un des favoris de la prochaine élection. Dans le procès, il est accusé d'avoir utilisé 2 millions d'euros de subventions de l'UE en 2011. Il aurait utilisé l'argent pour construire un centre de conférence près de Prague, tout en cachant sa participation au projet. Babiš a nié tout acte répréhensible, rejetant l'affaire comme étant politique. Selon les observateurs, le procès pourrait faire reculer certains électeurs indécis. Le premier tour des élections commence vendredi et samedi prochain. Et pour terminer ce journal, faisons un peu d'histoire. Le 1er janvier 1993, l'État de Tchécoslovaquie disparaissait pour être remplacé par des républiques tchèques et slovaques indépendantes. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, l'ancien Premier ministre tchèque Václav Klaus revient sur la dissolution pacifique du pays et sur les leçons à en tirer. Il y a 30 ans, le 1er janvier 1993, la dissolution de la Tchécoslovaquie prenait effet. À sa place, 2 nouveaux pays ont été créés, les républiques tchèques et slovaques. Cette scission a été surnommée le divorce de velours en raison de la manière pacifique dont elle a été réalisée. L'ancien Premier ministre tchèque, Václav Klaus, qui a négocié la scission, affirme que la dissolution était inévitable. En Tchécoslovaquie, les Slovaques avaient le sentiment que les Tchèques étaient le grand frère et que les Slovaques occupaient la 2e position dans le pays. Je pense que ma tâche était de rendre la scission, que je considérais à ce moment-là comme inévitable, de la rendre amicale, pacifique et juste. Le journaliste Jiří Kassel se souvient qu'il se trouvait dans la capitale slovaque, Bratislava, lorsqu'il a appris la nouvelle. Les Slovaques avaient très envie de devenir indépendants. J'étais à Bratislava le 1er janvier 1993 et il y avait une énorme queue devant le bureau de poste principal. Lorsque je leur ai demandé ce qu'ils attendaient, ils m'ont répondu qu'ils attendaient les premiers timbres-poste slovaques. Mais le bureau de poste principal n'a été ouvert pour la première fois cette année-là que le 2. Et ces gens ont dû attendre là pendant toute une journée. Il n'a pas encore été vérifié si le grand public a soutenu la rupture. À l'époque, la dissolution de la Tchécoslovaquie n'a pas été soumise à un vote populaire. Klaus et son homologue slovaque Vladimír Mečiar ont refusé d'organiser un référendum sur la question, une décision dont certains sont encore mécontents. Václav Klaus est certainement l'une des personnes qui ont détruit la Tchécoslovaquie, et cela me rend triste de le dire. Le diplomate américain Cameron Munter travaillait à l'ambassade des États-Unis à Prague en 1993. Je pense que la plupart des sondages d'opinion à l'époque n'étaient pas en faveur de la scission, mais Mečiar et Klaus, pour leurs propres raisons, ont estimé qu'ils devaient le faire. Maintenant, tout cela étant dit, je pense que nous avons de la chance que la scission ait été pacifique et que les gens sont toujours amicaux avec leurs amis slovaques. La dissolution pacifique de la Tchécoslovaquie contraste fortement avec l'état général des affaires en Europe de l'Est après la chute du communisme. Le sang a coulé en Yougoslavie lorsque cet État a sombré dans la guerre et le nettoyage ethnique. M. Klaus
qui a été le président de la République tchèque entre 2003 et 2013, estime que l'exemple tchécoslovaque montre que les États peuvent se diviser pacifiquement sans qu'il soit nécessaire de recourir à la guerre. Je dirais au Kosovo et à d'autres pays, je dirais même à l'Ukraine, ma compréhension et mon expérience me disent que vous devez négocier. Vous devez négocier aussi longtemps que possible. C'est la seule façon d'éviter les combats, une guerre ou une situation dramatique. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.